Depuis au moins le XVe siècle, jusqu'à une date incertaine du XIXe, se trouvaient ici les remparts de la ville et la porte dite du Portalet. Pour entrer dans la ville, les remparts étaient percés de plusieurs portes dont la principale était la porte Saint-Jean qui donnait sur la Grand-Rue. Lorsque la situation l'exigeait, en cas de guerre ou de maladie épidémique, les portes étaient gardées. En 1606, alors que les guerres civiles sont terminées depuis 8 ans, on continue de garder les portes pour préserver la population des épidémies. L'administration communale afferme ainsi la garde des portes, entendez qu'elle délègue le service à des personnes privées selon un système d'appel d'offres. Cette année-là, celui qui remporte la garde de la porte de la ville la confie en partie à sa femme. C'était donc bien une femme qui s'y colle et qui fait le job en ce début du XVIIe siècle. Il faut bien dire que ces dames apparaissent très peu dans les archives. Mais à bien chercher, on finit par trouver. Bien sûr, elles travaillaient beaucoup puisqu'elles assumaient les tâches dédiées à leur sexe. On les voit sortir par la porte du Portalet, justement, panier à main, pour porter le dîner à leur mari travaillant au champ. Mais elles occupent d'autres fonctions, dont certaines auraient pu sembler réservées aux hommes. Voilà encore, en 1613, le valet de ville, on parlerait aujourd'hui d'un employé municipal, confie la garde d'une des portes à sa femme, ainsi que la distribution de la passade aux pauvres étrangers que l'on interdit d'entrer dans la ville à cause d'une épidémie en cours de propagation. En 1636, émerge dans les archives une femme messagère qui court les routes pour délivrer des documents. Dans ce cas précis, il s'agit d'une copie de séquestration de biens à destination de l'abbé du monastère Saint-André. Voilà que les femmes endossent des responsabilités conséquentes. On les voit sempiternellement aller et venir à Avignon, où elles vont vendre des denrées sur le marché. Un des boulangers de la ville y envoie sa femme avec tout son pain, à la stupéfaction des habitants qui trouvent les étals vides le 10 mars 1662. L'historien voit les femmes frauder aussi avec leur mari et supporter la responsabilité de la faute, car n'étant pas légalement majeurs, les époux délinquants espèrent ainsi une dilution de la peine rarement obtenue. Une autre fois, l'une d'entre elles est envoyée au cabaret par son mari, valet de ville, pour remettre un billet des consuls rappelant le règlement aux pêcheurs qui se trouvaient là. À l'hôpital, en 1728, l'économe de l'hôpital est une femme. Elle gère les consommables de la structure de charité, elle sait donc lire et écrire, elle endosse des responsabilités très importantes. Cette femme jouait un rôle crucial dans la gestion quotidienne de l'établissement. À cette époque, l'hôpital fonctionnait non seulement comme un lieu de soins médicaux, mais aussi comme un refuge pour les pauvres, les vieillards, les orphelins et les handicapés. Ses principales responsabilités comprenaient la gestion des ressources financières, l'approvisionnement, la gestion du personnel, même s'il est rare, la maintenance des bâtiments et la gestion des dossiers. Selon que le recteur, un ancien consul, était plus ou moins actif, la charge pesait plus ou moins lourde sur l'économe. Et ici, en l'occurrence, Marguerite Plantier. En 1772, une femme prête serment dans l'hôtel de ville devant les consuls, c'est-à-dire les représentants de l'autorité municipale. Marie-André vient d'être nommée courtière de la ville pour les soie et autres marchandises. L'enregistrement du rituel par le greffier de la ville stipule bien que Marie est la femme de Joseph Léonard pour bien rappeler sa sujétion et sa minorité.
Sans son mari, un tel acte administratif n'aurait pas pu être passé. Mais cela n'enlève rien au fait qu'une femme va gérer le courtage de toutes les marchandises vendues par des particuliers dans le but de réglementer les transactions et de prélever certaines taxes. Ces rares exemples cités ici et quelques autres retrouvés dans les archives de la ville et les archives judiciaires de la viguerie de Roquemaure n'épuisent pas le phénomène, bien sûr. À chaque fois ou presque que ces femmes sont apparues dans la documentation, ce fut de manière oblique et secondaire. Cela signifie que l'activité des femmes est beaucoup plus importante que ce que laisse en voir la documentation. Les archives judiciaires les montrent dans les cabarets, se divertissant, avec des garçons, au moins les jours de fête. Il y en a 120 dans l'année. On apprend même en 1719, alors que la monarchie demande à la ville d'augmenter le nombre des participants au conseil élargi, un large conseil municipal, que des veuves participent au conseil lorsqu'elles ont la tutelle de leur enfant mineur.